Bonjour, c'est surtout le généraliste qui va parler aujourd'hui à partir d'une expérience de 40 ans de médecine générale au centre de Paris. Et je vous propose de voyager quelques instants entre récit et expérience personnelle, qui évidemment sera éminemment subjective, et les questions qui se sont imposées à moi. Et donc pour commencer, je vais vous lire un petit récit où comment une parole prononcée peut être entendue, combien même la porte serait-elle fermée. À partir de ce court récit, je me propose d'évoquer la complexité des demandes face à l'insupportable d'une vie qui n'en finit pas de nous travailler durement. Je suis donc appelé auprès d'un homme de 72 ans. Le temps des soins curatifs d'un cancer de la prostate métastasée étant dépassé, il est renvoyé chez lui pour un temps dit de pause thérapeutique. C'est un euphémisme. Sur place, sa fille m'ouvre la porte, me conduit dans le salon et voilà, docteur, la situation de mon père est insupportable. Il faut en finir, il faut lui faire une piqûre. Ce n'est plus possible, c'est insupportable. Nous dirigeons vers une chambre au fond de ce grand appartement parisien. Je découvre un homme immobile sur son lit, terrassé par une douleur chronique, un peu comme une bête qui a souffert trop longtemps, épuisé. Nous convenons que l'urgence, le point essentiel à cet instant, c'est la douleur. Avec de fortes doses de corticoïdes et un ajustement de morphinique, il se trouvera en 48 heures beaucoup moins algique, me rendant auprès de lui régulièrement avec l'aide de l'unité de soins palliatifs à domicile, la douleur contrôlée. 4 mois durant, il sera présent, communiquant, au grand étonnement de sa fille. J'ai même surpris des sourires entre eux, des étincelles de vie. Viendra le temps où toutes les cellules du corps disent qu'elles n'iront pas plus loin. Un jour, sa fille m'appelle pour me dire qu'il est très gêné pour respirer. Elle est très inquiète, plus inquiète que d'habitude. Je lui propose de les rejoindre le soir à 20 heures. Retardé par d'autres visites, je n'arriverai qu'à 22 heures. Je le trouve assis sur le bord de son lit, les bras croisés, tonique, agressif. Lui qui, ces derniers jours, était cloué au lit, trahi par la vie qui lui échappait. Et pourtant, ce guerrier n'avait pas dit son dernier mot. C'est ainsi, et c'est à cette heure qu'on arrive. Qu'est-ce qui vous paie pour faire ce sale boulot? La sidération s'ajoutant à la fatigue d'une grande journée, je saisis une chaise et me pose pour ne pas tomber plus bas. C'est vrai, j'avais dit à votre fille que je viendrais à 20 heures, il est 22 heures. J'aurais pu être à l'heure, mais avec les autres visites, j'aurais été moins disponible. Maintenant, je suis avec vous et personne d'autre. Tout le temps est pour nous. Il se dégonfle un peu, mais toujours disnéique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sale boulot qui me serait payé? Depuis que nous avons fait connaissance, je me suis toujours employé avec le réseau à tenter de vous accompagner. En effet, mes visites ont été honorées, mais là, ce soir, que se passe-t-il? Je ne comprends rien. Bien que très fragilisé par la maladie, jamais je ne vous ai vu dans cet état. Qu'est-ce qui vous arrive? Silence, lourd silence. Voilà, docteur, des nuits, des jours, et des nuits et des jours sans repos. L'angoisse. Vous ne dormez pas? Dites-moi. J'ai peur qu'on vienne m'euthanasier. Que vous veniez m'euthanasier. Mais comment vous sont venues de telles idées? Vous savez, avec tout ce que l'on voit à la télévision, entend à la radio, tous ces débats, il y a une chose que je voudrais vous dire. Combien même vous me demanderiez, je ne le ferai pas. Vous soulagez, oui. Vous euthanasiez, non. C'est contraire à ma pratique. Ah bon, vous avez des convictions? Oui. Lui, étant à la limite de l'asphyxie, commence progressivement à se détendre, à reprendre son souffle.
Il ouvre le col de son pyjama. Les gouttes qui perlaient sur son front sèchent. Et soudain, vous n'auriez pas une cigarette? Je ne fume pas. Mais le hasard, toujours ce fameux hasard. Le matin, alors que je terminais une visite auprès de la femme d'un buraliste, celui-ci glissa dans ma poche de ma veste un cigare. À 23 heures, il ne me restait plus qu'à être au rendez-vous. J'ai plongé ma main gauche dans la dite poche et en ai extirpé un barreau de chaise. L'allumette à peine grattée, la fumée s'est transformée en oxygène. Lui, dont les poumons étaient à bout de souffle, humait, goûtait, aspirait cet instant d'éternité. Combien de temps sommes-nous restés là, seuls, ensemble, à la fois, et soudain? Docteur, soyez tranquille, je vais mieux. On ne m'avait pas appris à la faculté de médecine qu'un cigare pouvait aider à respirer. Un long silence, très long silence. Johann Sfar a raison quand il nous dit, dans un tout autre contexte il est vrai, que le silence est utile parce qu'il permet de faire taire les certitudes. Et voici que, docteur, s'il vous plaît, ne dites jamais à ma fille que j'ai pu avoir de telles idées. Elle serait trop triste. Sa fille m'a téléphoné le lendemain à 8 heures pour me dire que son père s'était endormi paisiblement à 6 heures du matin. Alors, comme le disait cet homme, le docteur Front, qui se trouve devant vous aujourd'hui, aurait des convictions? Vous allez voir que ce n'est pas si simple. Je voudrais, pour commencer, m'inspirant d'un remarquable article de la revue de gériatrie datant déjà de 2015, dans son numéro 40, de la page 549 à 559, je me permets de citer tout ça parce que je ne voudrais pas qu'on croie que ces choses-là viennent de moi. Produit par le docteur Jean-Marie Gomas, responsable du Centre de la douleur et des soins palliatifs à l'hôpital Sainte-Périne, et de Nathalie Lelièvre, juriste en droit de la santé à Lyon, dont le titre était « Euthanasie, mais de quoi parle-t-on exactement ?» Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, nous disait Camus. La corruption de la société commence par la fraude des mots, affirmait Platon bien avant lui. C'est pourquoi, même si c'est pour vous du bien connu, j'ose revenir sur quelques définitions. La loi rappelle, en tout cas en 2015, peut-être que ça peut changer, que l'homicide, c'est tuer une personne. Le meurtre se définit comme le fait de donner volontairement la mort à un autrui. L'assassinat est, lui, défini comme le meurtre commis avec préméditation. L'empoisonnement qualifie un acte dès lors que l'auteur a administré un produit avec l'intention de tuer. Et donc, l'euthanasie, c'est un acte délibéré d'un tiers, entraînant la mort d'un malade. Le geste euthanasique est par définition intentionnel. Le docteur Schur a pensé euthanasier ce pauvre Sigmund Freud en 1939, alors qu'il tentait de soigner ses douleurs avec des doses insuffisantes de morphine. Freud n'aurait reçu que 20 mg de morphine sous-cutanée pendant 36 heures et serait décédé plus de 10 heures après la dernière injection. Freud n'a donc pas été euthanasié. Classiquement, l'euthanasie était dite involontaire lorsqu'elle était subie par un patient qui n'avait rien demandé. L'acte était décidé par un tiers, soignant ou proche, qui n'agit pas nécessairement seul. De fait, il s'agit d'un homicide volontaire. L'euthanasie était dit volontaire lorsqu'il faisait suite à une demande expresse et réitérée du patient. Il faudrait parler désormais d'euthanasie réclamée. Si cet acte n'est pas commis mais seulement facilité par un tiers, on parlera de suicide assisté. Cette distinction ferme entre euthanasie et suicide assisté s'appuie sur l'auteur de l'acte qui engage ainsi sa responsabilité. Soit l'acte est réalisé par un tiers, il est donc en présence
d'une euthanasie relevant de la qualification de meurtre, qui est un homicide commis volontairement sans préméditation, soit l'acte est réalisé par le malade lui-même, on est en présence d'un suicide. La question qui se pose est celle de la responsabilité morale de celui qui aide une personne à se tuer et les conséquences juridiques de cette situation. On différenciera donc, la définition de l'euthanasie d'avec le suicide assisté, l'arrêt des thérapeutiques devenu inutile, le risque thérapeutique. Je voudrais me permettre un instant d'évoquer une affaire très personnelle d'une euthanasie imposée. Je terminais ma médecine. Ma mère était en phase avancée d'un cancer de l'estomac métastasé, alors qu'elle bénéficiait de ponctions pleurales tous les 15 jours. À un moment donné, il lui a été dit qu'on lui donnait rendez-vous dans 3 mois. Nous sommes en 1979. On a avancé depuis. Et donc, elle se retrouve finalement par je ne sais plus quel procédé dans une clinique qui veut bien l'accueillir. Je lui rends visite et je vois une perfusion DLP. Vous savez que ça veut dire dolosal, largactyle, Phénergan. C'était les cocktails lithiques de l'époque. Et donc, je vois ça et elle me dit « Merde, je m'endors ». Je cours dans le couloir vers le box des infirmiers et des médecins. Je m'arrête. Je me dis « Bon, elle souffle, c'est bien comme ça ». Mais enfin, c'était, comme vous pouvez l'imaginer, une expérience assez particulière. Une autre expérience, jeune médecin au service militaire, je suis de garde à l'hôpital, un homme souffrant beaucoup, sa fille et sa femme à son côté sont là et sa fille et sa femme me disent c'est plus possible, il faut en finir. Nous sommes en 1980. Je prends la décision seule, sans réflexion, comme croyant rendre service, je vais chercher le matériel, je mets un DLP. J'ose dire des choses comme ça pour dire à quel point nous pouvions être confus. En tout cas, je pouvais être confus face à cette situation. Ceci étant précisé, face à la malade, en pratique face au malade qui souffre, traiter la douleur est quasiment toujours prioritaire, même si cela représente un risque d'abréger la durée de vie. C'est la notion du double effet, parfaitement connue des mouvements de soins palliatifs et enseignée depuis plus de 30 ans. Une petite remarque. On pourrait s'étonner que dans les années 50, un personnage contesté par ailleurs, et chacun a son avis sur la question, s'adressant aux soignants, il s'agit du pape Pie XII, affirmait clairement que la douleur n'a pas de valeur en soi, que la souffrance n'est pas souhaitable, mettant ainsi de côté ce qu'on appelait le dolorisme. Dans plusieurs lettres ou discours aux médecins, il formule sa position classique en éthique médicale, le principe du double effet, raisonnement philosophique, écoutez bien ça, issu du philosophe Thomas d'Aquin, 1225. Pie XII affirme donc que soulager la douleur est non seulement permis, mais souhaitable, même si le traitement peut avoir des effets secondaires non désirés. Exemple, diminution de la vigilance ou raccourcissement de la vie, à condition que l'intention première soit bien le soulagement de la douleur et non pas de provoquer la mort. Insistant sur la dignité de la personne, sur la compassion et sur le devoir des soignants d'utiliser tous les moyens possibles pour soulager la souffrance physique et morale. Petite remarque, la souffrance physique, c'est encore possible, morale, c'est pas forcément évident. La question se pose aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, eh bien celle-ci. Qui demande quoi à qui? Et qu'est-ce qui détermine celui qui demande et celui qui répond? Jean-Pierre Winter, un de nos collègues, qui nous a quittés il y a peu, disait « Il n'y a de liberté que pour celui qui sait ce qui le détermine ». Pas de doute sur le fait que les représentations façonnent notre perception du réel,
influencent nos comportements, constituent notre identité. Même si elles sont puissantes, elles ne sont pas forcément figées. Les comprendre, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir sur la manière de vivre et de penser. Alors les représentations. De tout temps et depuis l'Antiquité, nous en avons des témoignages. L'homme a eu recours à des représentations psychiques pour appréhender la maladie, que ce soit la sienne ou celle des autres. L'attaque du corps par la maladie doit être représentée pour prendre sens, devenir compréhensible et pouvoir être combattue. Ces représentations font appel au discours médical, à l'imaginaire populaire, aux traditions culturelles, à l'imaginaire personnel, c'est-à-dire aux fantasmes conscients ou inconscients des uns et des autres. Les représentations désignent donc un ensemble d'images mentales et de croyances, races langagières et conceptuelles, sensorielles, affectives, psychiques et corticales, encodées dans la mémoire humaine, jusque dans un support neurobiologique, et permettent d'appréhender le réel. Elles sont le fruit de l'immersion culturelle et de l'expérience du sujet. Toute appréhension du monde, tout dialogue avec autrui passe par la médiation des mots, des idées, des images, des mythes, des croyances. Toute prescription, toute décision renvoie à une certaine image du corps et du traitement proposé. La relation médecin-malade, équipe de soins au sens large, les actes qui en découlent sont éthiquement satisfaisants quand ils permettent aux différents partenaires de soins de s'humaniser, c'est-à-dire de donner du sens à leur vie. La guérison, c'est une demande qui part de la voix du souffrant, d'un qui souffre, dans son corps ou dans sa pensée. L'étonnant est qu'il y ait une réponse, disait Lacan dans l'émission télévision. Réponse à un appel à vivre pleinement. Il s'enracine dans un croire originaire portant sur un sens possible de l'existence en dépit des coups de butoir, du mal absurde et du néant de la mort. Aucun agir en effet n'est concevable en dehors d'un tel acte de foi. Le médecin, l'équipe médicale comme le malade et ses proches doivent pouvoir croire de façon plus ou moins minuscule aux soins prodigués, sans quoi on tombe dans l'insensé. Le sens, question de vie ou de mort, comme disait Marie-Jo Thiel, médecin théologienne, professeure d'éthique médicale de l'Université de Strasbourg. Nul ne peut vivre sans donner sens à son existence. Nul ne peut agir, soigner ou être soigné sans donner sens à cette activité, c'est-à-dire lui conférer une signification. Or, la maladie grave vient ébranler un ou plusieurs des trois dimensions de sens. Vous savez comme moi que dans sens, il y a direction, signification, sensation. Le sujet tombe dans un monde étrange, non reconnaissable, voire insensé. La maladie, l'approche du réel de la mort, introduit l'incertitude. Et la médecine demeure un lieu paradoxal. Elle se veut objective, fondée sur des preuves, intégrant les meilleures données scientifiques, l'expertise clinique, les préférences des patients pour améliorer les soins, tout en tenant compte des réalités spécifiques du patient et se fonde sur des plaintes subjectives. Elle se veut rationnelle, mais comment peut-on inscrire du rationnel en cet endroit si peu rationnel du désordre que définit la maladie et la mort? Charles Péguy définissait ainsi l'éthique du regard. Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est le plus difficile, voir ce que l'on voit. Mais comment ne pas être d'accord avec cette proposition? Mais on ne voit jamais le monde brut. On filtre le réel à travers nos représentations. Ce que l'on considère comme normal, dangereux, désirable ou possible dépend largement de ce que on a appris à voir. Nos représentations structurent notre vision du monde. C'est comme des lunettes pour voir ce monde. Elles déterminent ce que nous jugeons important ou secondaire, ce que nous considérons comme normal, juste ou injuste.
nos représentations influencent nos comportements individuellement. Mais nos représentations ne sont pas seulement individuelles, elles sont aussi socialement construites. Les représentations influencent les normes, les lois et les comportements. Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous pouvons convenir que chacun d'entre nous a bien entendu le droit de penser ce qu'il veut sur la vie, sa mort, sa conception de sa dignité et sa vision de l'euthanasie. Sur le plan collectif, éthique, la question est plus complexe. Interviennent alors les lois, les rapports avec les lois et les valeurs sociétales communes. Vous savez comme moi que le consensus n'est pas toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, pour la question de la fin de vie, à partir de quelles références, représentations parlons-nous et quelle position prenons-nous en conséquence? Je vais un petit peu rapidement vous parler du rapport entre les lois et les mœurs. Les lois, ce sont des règles écrites, obligatoires, s'imposant à tous, fixées par l'État et sanctionnées par la justice. Nul n'est censé ignorer la loi. Les mœurs, ce sont des habitudes, des traditions, des valeurs morales et sociales d'un peuple à un moment donné, Si Montesquieu s'interrogeait sur la fonction de la loi et son rôle vis-à-vis des mœurs, en se posant la question, est-il juste que les lois interviennent sur les manières d'un peuple, c'est-à-dire ses modes de vie, ses traditions, ses coutumes? Ou bien, au contraire, y a-t-il des limites au domaine d'intervention des lois? Force est de constater que les lois dépendent des mœurs quand elles reflètent les valeurs et les habitudes d'une société à un moment donné, mais aussi qu'elles peuvent influencer les mœurs. La proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, adoptée à l'Assemblée nationale puis présentée au Sénat, est un cas d'école pour ce qui est du délicat rapport entre les lois, les mœurs et nos représentations. C'est peu dire que ces questions, là encore, nous sommes loin d'un consensus. Le grand rabbin de France, M. Korchia, nous dit, dans le tract Gallimard numéro 40, « Aider à vivre pour des vies dignes d'être vécues jusqu'au bout », que face à la loi Claes-Leonetti, qui avait vocation de mettre fin à des comportements très problématiques de certains médecins qui administraient des cocktails locaux, nous étions allés trop loin. Mais il dit que l'usage et la protection du principe d'intention première qui consistait à traiter la douleur l'ont convaincu. Même si des patients en fin de vie peuvent être apaisés de leur souffrance et soulagés de leur douleur, bien souvent, ces moments restent tragiques. Face à celui qui meurt, face à celui qui traverse ces états physiques, émotionnels, intellectuels et spirituels, moi, médecin, je me suis trouvé renvoyé à ma propre impuissance, à ma finitude aussi. Il m'a fallu choisir de rester ou de fuir. Mais qui peut dire qu'il n'a jamais fui? Sûrement pas moi, je suis un homme. Je peux seulement affirmer que lorsque je suis resté là, impuissant, face à l'autre, lui désarmé, quelque chose de la vie s'est manifesté. De quoi s'agit-il en fait? De cette expérience pas si rare finalement, où deux êtres acceptent d'être présents avec tout ce qui les a menés jusque-là, non pas pour dire la vérité, mais mutuellement être en vérité. C'est alors qu'à travers un regard, une parole échangée, la vie peut nous surprendre, justement parce que la finitude est là et que nous ne l'avons pas refoulée. Éric Fiat, spécialiste en philosophie morale et éthique, professeur des universités, nous dit que, au chevet de celui qui meurt, il ne s'agit pas tant de faire quelque chose que d'être là. Pas tant de dire que d'écouter. Ainsi y a-t-il possibilité de découvrir au dernier moment les potentialités cachées de l'être. Une lumière nouvelle que la vie active ou affairée semble vouloir éteindre. Ailleurs, il nous dit aussi, le tragique n'est pas soluble dans l'éthique. Parfois,
il existe une impossibilité de choisir. Revoyons-la à une réalité. La complexité des situations de fin de vie est telle que parfois il n'y a pas de bonne solution. Mais finalement, quand la sédation profonde s'impose, sédation qui consiste à diminuer fortement, voire supprimer la conscience d'une personne jusqu'à la mort, afin de soulager des souffrances intenses qu'on ne peut calmer autrement, ne pas manquer au dernier moment de se faire le témoin de celui qui meurt. Je voulais dire comment ne pas manquer de se faire au dernier moment le témoin de celui qui meurt. Écoutez ces dernières paroles pour témoigner jusqu'au bout qu'il fut un être d'esprit. Je vous remercie.